Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et pour le face-à-face du jour, nous recevons aujourd'hui Marie-Estelle Dupont. Bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue et auteur de L'Antimère aux éditions Albin Michel. Alors, je précise que ce n'est pas un récit contre les voyages maritimes, c'est l'Antimère, M-E-R-E. C'est un récit bouleversant, c'est un récit très fort, Marie-Estelle Dupont, où vous racontez ce qui vous est arrivé à vous, ce qui vous est arrivé à vous dans l'enfance, dans l'adolescence. Et c'est vraiment très, très, très prenant, violent. Je dois dire que on ne le lâche pas de ce point de vue parce qu'on est saisi, quoi. C'est arrivé à des extrêmes comme ça. Et je pensais à cette phrase terrible et forte de Jules Renard: tout le monde n'a pas la chance de devenir orphelin ou d'être orphelin. Et en fait, vous racontez justement, et vous racontez à la fois les faits, racontez ce qui s'est passé pour vous, dans votre famille, etc. Et puis vous racontez évidemment, parce que vous êtes psychologue, avec l'œil de la psy, c'est-à-dire avec le recul, effectivement, analyser cela. Et c'est à la fois bouleversant et terrible. Mais en fait, on a l'impression que, je sais pas, je parlais de l'enfer du décor à propos d'autre chose qui est la pornographie. Mais là, on a l'impression que c'est le décor de l'enfer, mais c'est quelque chose, c'est comment vous avez survécu. Enfin, vous le racontez dans le livre, mais on se dit, mais comment cette femme, votre mère en l'occurrence, comment peut-on arriver à ces extrémités? C'est vrai que quand on ne sait pas, quand on a vécu dans un couple bon, où ça se passait bien, vous aviez l'amour de votre père et de votre mère, etc. Honnêtement, on ne comprend pas, on se dit c'est pas possible d'arriver à ça. Comment est-ce possible d'arriver à ces excès, à ces extrémités? Oui, je sais qu'on se dit que c'est pas possible en fait qu'une génitrice n'aime pas sa fille et qu'elle la voit comme une rivale. Et malheureusement, j'étais aussi amenée à écrire ce livre parce que dans ma pratique clinique, j'ai constaté que beaucoup de mes patients devaient leurs difficultés à vivre, à investir une relation affective, à avoir confiance en eux. Non pas à du harcèlement, non pas à un abus sexuel, mais simplement au fait qu'un de leurs parents était jaloux d'eux et donc retenait la vie au lieu de la leur donner. Comment on en arrive là? Vous savez, je crois qu'on devient parent avec sa personnalité. Et quand vous avez une personnalité saine et à peu près mature, avec des défauts, des excès, mais globalement dans la pulsion de vie, disons-le pour le dire de manière synthétique, vous êtes parent de cette façon. Et puis quand vous devenez parent avec une personnalité très psychopathique, ou très borderline, ou très paranoïaque, dans le cas de ma mère, je pense qu'elle a des traits psychopathiques très importants, donc sans empathie, très narcissique. Divisant pour régner sur la famille, donc brisant toute forme de lien avec les hommes de la famille, ce qui m'isolait. Et bien voilà, le lien affectif, le lien d'attachement s'en ressent. Je crois qu'on vit avec sa personnalité, on éduque avec sa personnalité et on meurt aussi avec sa personnalité. Mais ce qui est étonnant, enfin, et encore une fois, très, très, très fort dans votre livre, c'est que dès le départ, vous avez 2 ans, vous avez 3 ans, vous racontez votre adolescence, votre enfance, la première enfance, mais dès le départ, elle vous traite, de bécasse, et s'il y a un cheveu qui traîne, traite de tous les noms, après elle vous coupe les cheveux, après il y a une espèce, mais en même temps, il n'y a que vous. Et vous aviez 3 frères, vous racontez effectivement avec une différence d'âge qui était plus âgé que vous. Donc effectivement, vous vouliez avoir à la fois de l'amour, de la tendresse, de l'affection, et vous aviez un père un peu indifférent, enfin c'est le moins que l'on puisse dire, on va parler aussi de votre père, mais vous avez une mère, cette espèce d'attachement à vous humilier, à vous amoindrir, à vous traiter de tous les noms, et en même temps, parce que vous le racontez très bien, en même temps, attention, je vais me jeter par la fenêtre, je vais me suicider, je peux plus, alors que vous aviez immense appartement, vie bourgeoise très agréable, alors on disait oui, tous les bourgeois sont des cons, etc. Mais c'est quoi? C'est d'arriver au stade, moi je comprends, mais humiliation, que ça soit sa propre fille ou son propre fils, vous l'expliquez, mais encore une fois, j'aimerais vous entendre, effectivement, parce que ça paraît, c'est monstrueux, il y a des gifles, bien sûr, mais c'est pire encore, cette espèce de constance dans l'amoindrissement. En fait, j'étais comme une balle de ping-pong entre des injonctions paradoxales. C'est-à-dire qu'effectivement, en l'espace de 2 phrases, j'étais une sous-merde parce que j'avais laissé un cheveu sur ma tête d'oreiller.
Mais la seconde d'après, j'étais son soleil, sa vie, son psy, la seule qui la comprenait parce que tous les hommes étaient des salauds. Et donc quand un petit enfant est pris dans des injonctions paradoxales aussi extrêmes, c'est-à-dire tu es moins que rien, mais je ne peux pas vivre sans toi, tu n'as pas le droit de réussir parce que tu me ferais de l'ombre, mais tu n'as évidemment pas le droit de rater parce que ma fille ne peut pas rater, sinon c'est une sous-merde. Tu n'as pas le droit de te plaindre parce que ce sont des jérémiades, mais tu n'as pas le droit d'aller bien parce que tu es ridicule et les gens heureux sont forcément des imbéciles. Effectivement, faut être bien accroché pour pas devenir dingue. Et en fait, ça a été mon leitmotiv. Vous dites comment vous faites? Eh ben en fait, je ne sais pas d'où ça vient. Je pense que quelque part il y a eu quand même un instinct de survie, de l'amour certainement de la part de mon père. Et je pense que ma mère n'a eu de cesse de me faire payer. Parce que moi, quand je suis née, elle a été extrêmement déçue que je sois une fille. Elle pensait qu'elle ne faisait que des garçons. Elle ne pouvait pas imaginer que je sois une fille. Et en fait, là, elle est horrifiée parce qu'elle a demandé cet enfant pendant des années et elle s'aperçoit que cet enfant est potentiellement pour elle, enfin, ce qui est fou, hein, pour plein de mères, ce que je veux dire, mais une rivale. Parce que c'est une fille, elle pourrait prendre de l'attention à son père ou à ses frères. Et donc, elle n'aura de cesse de nous remonter les uns contre les autres. Dès que mon père me donne de l'amour, elle lui dit « tu as un Oedipe malsain avec ta fille ». Donc, elle vient psychologiser, pervertir des concepts de psychologie, en fait, pour culpabiliser toute personne qui va me donner de la tendresse. Parce que l'isolement, comme l'humiliation, c'est fondamental pour neutraliser la croissance d'un enfant. S'il n'est pas isolé et qu'il a des liens avec des adultes qui fonctionnent normalement, il va avoir du recul. Il va envoyer bouler sa mère. Et en fait, moi, j'ai jamais eu la possibilité de faire une crise d'adolescence. Donc le jour où, en fait, j'ai compris que pour sauver ma peau, c'était terrible, mais j'étais obligée de faire ce choix cornélien, que la personne que j'aimais le plus au monde, à savoir ma mère, je devais la désaimer pour survivre. Là, je suis partie, mais ça a été un aller simple. J'ai pas pu revenir. Ouais, bien sûr. Et on va en parler de cela après une petite pause. On va continuer à parler avec Marie-Estelle Dupont. Ce qui est fou, c'est quand on arrive à ces paroxysmes-là et le fait de vous en être sorti, on va savoir peut-être, est-ce que vous avez été psy, vous avez choisi ce métier, cette occupation, cette carrière, cette vocation, à cause de ça ou grâce à ça? On en parle tout de suite après une petite pause. Oui, on revient tout de suite pour le face-à-face du jour avec Marie-Estelle Dupont, psychologue, auteure de l'Antimère aux éditions Albin Michel. Et on attend également vos appels, vos interventions au 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Un théâtre de la cruauté, un théâtre de la culpabilité, un théâtre de l'affrontement permanent, un théâtre de l'autodestruction, c'est l'Antimère. L'Antimère de Marie-Estelle Dupont aux éditions Albin Michel. Un livre très dur et en même temps très... qui concerne tout le monde, même si on n'a pas vécu cela. Ce qui est intéressant, c'est de savoir que il y a beaucoup de gens, que peu importe, vous ne pas de statistiques ici, qui ont vécu des choses similaires. Et en tout cas, Marie-Estelle Dupont parle de ce qu'elle a vécu elle-même. Donc, moi, je pense que les acteurs sont vraiment les payeurs et pas les conseilleurs, justement. Mais Marie-Estelle Dupont, vous parlez longuement de votre mère, mais votre père, alors quel rôle jouait-il? Il était quand même un intellectuel, en tout cas il lisait beaucoup, votre mère avait arrêté de travailler dès la naissance du premier enfant, donc elle était femme au foyer, comme on dit, mais en même temps totalement frustrée, elle le montre tout le temps, et elle se venge à vos dépens. Et votre père, on sent quelqu'un qui est là, qui regarde, qui enregistre, qui dit oui, mais qu'est-ce que je peux faire, c'est comme ça, qui en fait et d'une lucidité, d'une passivité lucide et d'une résignation presque cynique. Comment expliquer cela aussi? Je pense qu'il y a plusieurs éléments. D'abord, il y a un élément de ma part à moi, il y a un syndrome de Stockholm. C'est-à-dire que je suis tellement attachée à mon bourreau, tellement attachée à ma mère. Je l'aime tellement plus que tout au monde que je passe mon temps à mentir par omission, à ne pas dire ce qu'elle me fait quand mon père n'est pas là, à ne pas me plaindre, à être une petite fille souriante, à être un petit soleil sur pattes pour pas qu'elle se suicide, et à prendre sa défense, à dire même à mon père... En fait, je deviens une balle de ping-pong dans leur couple. C'est-à-dire que je dis à mon père, tu n'es pas assez gentil avec maman, il faut lui donner plus d'amour. Donc d'abord, il y a ce syndrome de Stockholm où moi, je défends ma mère et je la protège et je dis pas ce qui se passe en vrai. Ensuite, il y a ce que j'appelle chez mon père un syndrome de Mithridate, c'est-à-dire que je pense que quand quelqu'un est exposé jour après jour, de manière continue, à des petites gouttes de poison,
son esprit finit par être embrumé. Il s'y habitue au poison. Il s'y résigne. Et dans la mesure où, à l'époque, il y avait assez peu de notions de psychologie, donc on ne savait pas ce que c'était que la manipulation, l'emprise, la personnalité narcissique, etc. Mon père, déjà, n'était pas outillé psychologiquement pour nommer ce qui se passait. Pour mon père, ma mère était stressée. Il savait que elle tentait de se suicider, qu'elle parlait tout le temps. Non, alors, sur la menace du suicide, il n'y avait que moi qui y croyais. D'accord. Votre père n'y croyait pas. Il n'y avait que moi qui y croyais. Mon père et mes frères le prenaient comme une expression émotionnelle démesurée de son énervement. Il n'y avait que moi qui avait cette peur, mais comme j'avais cette peur, la peur sidérait mon cerveau et je préférais être maltraitée plutôt que de risquer qu'elle se jette par la fenêtre. Mon père, comme je dis dans le livre, et mes frères, ça n'avait pas l'air de tellement les empêcher d'aller et venir et de vivre en fait. Donc on était dans des vies parallèles. Et puis je crois que mon père d'abord était très absent, comme beaucoup d'hommes de l'époque et de ce milieu bourgeois. Pour lui, sa fonction était de nourrir sa famille. Ouais, c'est ça. Voilà, alors je modifie évidemment les détails, les prénoms, etc., bien les sûr. Lieux, les aspects physiques pour protéger mes frères, parce que c'est pas un livre contre, c'est un livre pour alerter, précisément parce que j'aime la famille. Je pense que la famille ne peut pas être défigurée de cette manière. Vous avez des enfants. Et j'ai des enfants, et j'étais sensible à ce qui est arrivé aux enfants pendant le Covid. Donc je pense qu'il y a eu cette... à la fois cette ignorance, et puis peut-être qu'il n'avait pas tout réglé de son histoire. C'est-à-dire que, ayant vu sa mère malheureuse avec son père, je pense que mon père préférait donner les pleins pouvoirs domestiques à ma mère plutôt que de la contrarier, en fait. Et finalement, lui se résumait à une fonction de banquier de la famille, disant, moi, à la limite, je peux m'occuper de mes fils, mais les filles, je ne sais pas faire. Et donc, du coup, j'étais très seule avec elle, et effectivement, elle avait les pleins pouvoirs. Et puis, après, je crois qu'il a été piégé par son éducation, où l'image doit passer avant tout, parce que finalement, au bout d'un moment, un père aurait pu dire, moi, je me sépare de cette femme. Oui. Je ne supporte plus ce qu'elle me fait endurer, à moi déjà en tant qu'homme. Oui, déjà, oui. Parce que mon père aussi a pris vraiment beaucoup dans la figure. Mais non, il fallait garder les apparences d'une famille où tout va bien. Et Marie-Estelle Dupont, vous le dit dans votre livre aussi, vos frères étaient quand même assez absents par rapport à vous, je dirais. Mes frères, ils étaient nés, on est une famille assez nombreuse. Dans le livre, je dis que j'ai 4 frères, puisque j'ai modifié certains détails. Mes frères étaient nés entre 10 et 12 ans, entre 9 et 12 ans avant moi. Donc, si vous voulez, quand vous avez une grappe de garçons qui entre 10 et 12 ans de plus, vous êtes complètement à part. C'est-à-dire qu'à l'âge où j'apprenais à lire, eux, ils sortaient en boîte de nuit, ils cherchaient dans quelle prépa ou filière ils allaient aller. Donc on n'avait pas les mêmes vies, donc eux ne voyaient pas. Et moi, je me disais, mon raisonnement était, si je prends en charge maman, je leur épargne le spectacle de cette mère qui va mal, donc je protège mes frères, et si je protège mes frères, alors peut-être qu'ils vont m'aimer, peut-être que je vais être digne d'avoir de l'attention et des câlins, sans comprendre qu'en fait... D'abord, ma mère n'avait pas besoin d'être sauvée parce que elle n'était pas dépressive. Et vos frères connaissaient le spectacle? Mes frères, ils avaient un réflexe de survie. C'était sauf qui peut, en fait. Donc, j'ai un frère qui a voulu partir en internat. Et puis après, ils ont fait leur vie comme ils ont pu. Mais il faut pas... Moi, je parle de moi dans le livre parce que je ne veux pas m'approprier la parole de mes frères. Non, bien sûr. Mais en revanche, je ne voudrais surtout pas faire croire aux lecteurs que je pense avoir été la seule victime. Je pense que la famille a été pulvérisée et que quand une mère est capable d'être jalouse de sa propre fille, il ne faut pas s'imaginer qu'elle est formidable avec ses garçons. Moi, je l'ai vu humilier certains de mes frères. Et aujourd'hui, où j'ai 3 fils, je mesure aussi l'impact que ça peut avoir quand un garçon se construit plus tard sur sa vision des rapports entre les hommes et les femmes. Sur sa vision, son humiliation, etc. etc. Alors, j'avais juste posé la question avant l'interruption. Marie-Estelle Dupont, combien et en quelle proportion, je ne demande pas des chiffres bien sûr, ça a joué sur le fait que vous êtes allé vers la carrière, ou en tout cas embrasser le métier de psychologue? Est-ce que franchement, parce qu'on pourrait se dire comme ça, et vous en parlez aussi dans le livre, mais il y a quand même, vous avez voulu comprendre ce qui vous arrivait et vous avez décidé d'aller plus loin, parce que vous racontez que vous êtes déjà psychologue et vous avez encore un certain nombre de blocages, de somatisation vis-à-vis de votre mère et de votre père.
Oui, Vous d'ailleurs avez au début voilà. de ma carrière de psychologue, j'ai compris, grâce à ma thérapie et grâce à mes études qui m'ont donné des concepts clés pour comprendre ce que c'est que l'emprise, ce que c'est que la victimisation, etc. Mais effectivement, c'est pas complètement descendu dans le corps et je culpabilise de comprendre et de désidéaliser ma mère et donc je vais assez longtemps encore somatiser les effets de ces traumatismes. À quel point ça a joué j'ai envie de dire ça a joué à 1000% parce qu'en fait, ce qui a été mon premier raisonnement quand j'ai eu 11 ans. Quand j'ai eu 11 ans, ma mère, je le dis dans le livre vraiment, en 92, elle dégoupille vraiment très sévèrement. Et en fait, à ce moment-là, j'ai un sentiment d'échec énorme. Et je suis en 6e, je vais avoir 11 ans et je me dis, je n'ai pas été capable de sauver ma mère, parce qu'à l'époque, pour moi, ma mère est uniquement victime du manque d'amour. Je n'ai pas été capable de sauver ma mère. Donc, je dois aider des gens. Puisque j'ai échoué avec ma mère, je dois aider d'autres gens, sinon je ne mérite pas de vivre. Ah oui, ça allait à ce point. Donc il y a un gros syndrome du sauveur, qui évidemment, grâce à ma thérapie, j'ai résolu, mais on peut commencer un métier pour certaines raisons et le poursuivre pour d'autres. Bien sûr. Mes études m'ont aidé à comprendre plein de choses. Et puis ensuite, j'ai voulu aussi faire ce métier quand le syndrome du sauveur a été résolu, parce que je me suis dit, bon, ce que j'ai vécu, il y a d'autres personnes, certainement, qui l'ont vécu, et donc il faut que je transforme le plomb en or. Il faut que ce qui m'a plombé, maintenant, ça serve à d'autres gens. Au moins, ça va avoir du sens si j'aide des femmes à se réparer et à ne pas passer leur vie à Des femmes ou des hommes, à s'invisibiliser, ou des hommes dont les pères étaient jaloux. Mais c'est extraordinaire cette histoire de jalousie d'ailleurs, la jalousie maternelle. Mais franchement, est-ce que le mot de jalousie convient? Moi, en lisant votre livre, j'ai l'impression que c'était plutôt de la haine que de la jalousie. Ouais, on a l'impression qu'elle a la haine, effectivement. Parce qu'il y a une haine. C'est ce qu'on sent, encore une fois, en lisant votre livre, il y a une espèce de chose. Mais c'est presque... elle est là, oui, ma chérie, les hommes sont tous des salauds, mais en même temps, tu m'empêches de respirer. Enfin, honnêtement, c'est ce que moi, comme lecteur, c'est ce que j'ai ressenti à la lecture de votre livre. Je me suis dit, mais il y a quelque chose, quoi. Je veux dire, il faut que je la démolisse, cette fille. C'est ma fille. Bon, allons au-delà du fait de comment une mère peut démolir sa fille. C'est déjà terrible. Mais le fait d'avoir cette espèce de haine, alors évidemment, on voit très bien quand il y a un problème dérangement mental, enfin, une perversion quelque part. Mais au fond, quand est-ce que vous avez senti que, et vous leur parlez, mais c'est un beau passage, que vous libériez, est-ce que c'est en la désaimant que vous êtes libéré, ou est-ce que c'est en étant vous-même, en disant, bon, maintenant, je vais me construire? Alors, ça s'est fait en plusieurs étapes. Il y a eu d'abord un moment à 17 ans où je me suis dit, bon, si je veux devenir psychologue, il va falloir que j'aille chez le psy, parce que pour l'instant, je vais bien, mais je sais que ce que j'ai vécu n'est pas normal, donc il faut que j'aille en parler. Et là, je suis face à une femme qui me dit, mais vous êtes une enfant maltraitée. Et je l'engueule immédiatement. Je dis, mais vous comprenez pas ma mère, elle m'aime plus que tout. Vous ne comprenez pas notre relation parce que notre relation est trop belle pour être comprise. Donc je suis vraiment dans le syndrome de Stockholm à fond. Et puis ça c'est la première étape, et la dernière étape, et il y en a plein au milieu, la dernière étape c'est je sors de l'hôpital parce que j'ai eu une méningite à 31 ans, j'ai un petit garçon qui a 3 ans, et ma mère fait un acte manqué, et cet acte manqué m'a offert en fait, elle a fait sauter les derniers verrous. C'est-à-dire que j'étais encore prête à pardonner. Moi, j'étais tout le temps prête à pardonner. Je ne mettais de la distance que parce que elle continuait dans le présent. Mais le passé, je l'avais pardonné. Et puis, elle fait un acte manqué. Elle me fait un appel de poche. Et donc, je vois son numéro, je décroche. Sauf qu'elle ne répond pas. Elle est en train de parler à son ex-belle-sœur. En lui disant, de toute façon, Marie-Estelle, elle a eu cette méningite parce que elle veut pas s'occuper de son fils. Et puis de toute façon, oui, elle parlait à quelqu'un d'autre. Et donc moi, je reste avec j'étais en train. Alors, ce qui est très drôle entre guillemets, c'est qu'au moment où elle fait ça, je sors de l'hôpital. Je suis sortie peut-être 8 jours avant l'hôpital, et je suis par terre dans la chambre de mon fils en train de construire une cabane pour les Playmobil. Je m'en rappelle parfaitement en fait. Ouais. Et cet appel où elle est en train de raconter à quelqu'un que sa propre fille a fait exprès de frôler la mort pour ne pas s'occuper de son enfant. Et je me dis, merci, maman, parce que là, j'étais trop conne, j'étais dans la compulsion de répétition, et là, j'ai compris que c'est irrécupérable. Donc maintenant, comme je ne veux plus gâcher mon énergie pour des gens qui me pillent, alors que j'ai un enfant qui a besoin d'une mère qui ne finisse pas dépressive,
est malade, c'est terminé. La porte, elle est fermée. Voilà. Et ce jour-là, oui, j'ai fermé la porte. Ça a été D'ailleurs, quand je l'ai rouverte pour faire plaisir à mon père qui vieillissait, elle n'avait pas changé d'un iota. Je ne dis même pas dans le livre ce qu'elle a dit quand j'ai eu mes jumeaux. Ah ouais, c'est fou. Et puis non, mais vous racontez aussi, enfin, on pourra en parler de l'épisode de votre mariage. Je veux dire, si elle, à un moment donné, c'est ça, elle dit à votre père, si tu lui parles, je me jette par la fenêtre. C'est un peu ça. Oui, et d'ailleurs, mon père m'a posé un lapin la veille de mon mariage. C'est-à-dire qu'on devait dîner tous les deux la veille de mon mariage. Non, mais c'est pour ça. Et il est jamais venu au restaurant. Et quand je suis montée chez lui, il m'a dit, sans me regarder, je n'ai pas le droit de te parler. Ta mère n'a pas envie que je te parle, mais c'est pas grave, on se verra demain. Fabuleux. C'est Mithridate ou c'est la servitude volontaire ? Non, mais c'est... Je ne sais pas, mais je pense qu'il était manipulé. Vous savez, je pense qu'il y a des amours toxiques et que peut-être il avait un attachement à cette femme où il n'a pas su discerner que finalement être un bon père et un bon mari, c'est aussi pouvoir poser une limite à un moment donné pour empêcher celui ou celle qu'on aime de faire du mal. Et que moi, finalement, j'étais l'enfant balle de ping-pong où ma mère m'a utilisé peut-être pour faire payer à mon père le fait qu'elle ne supportait pas ce rôle qui lui avait dévolu de poulinière. Et donc, elle n'a eu de cesse, bizarrement, de détruire la famille à laquelle elle disait avoir consacré sa vie. Non, mais c'est effectivement les militants et les forçats du négatif. Absolument. Le forçat du négatif sort jamais du négatif, quoi. Il est dedans. Non. En tout cas, vous en êtes formidablement sorti, Marie-Estelle Dupont. Je rappelle quand même vos prises de position médiatiques et autres sur ce qui se passe pendant le Covid, sur la vaccination des enfants, sur tout cela. Surtout, ce que je veux dire, c'est qu'on peut être en paix avec soi-même. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas renié ma féminité. Je suis heureuse d'être une femme. Voilà, je ne suis pas fâchée avec les hommes. Je suis heureuse d'être mère. Je ne vois pas mes enfants comme un esclavage ou une voilà. Ni un punching ball, ni un punching ball, évidemment. On va peut-être prendre les auditeurs maintenant. Oui, juste après une petite page de pub, on prend les auditeurs au 0826 300 300. À tout de suite. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Ah là, je pense qu'il y a des personnes qui connaissent Marie-Estelle Dupont de toute façon. Et qui souhaitent réagir, absolument, oui, tout à fait. Pierre-Nicolas de Haute-Garonne. Bonjour Pierre-Nicolas. Bonjour Pierre-Nicolas. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Bon, mais pour faire court, moi je suis le fruit d'une union entre un monsieur qui était un gros bourgeois notable de Toulouse, qui avait eu avec une première union 2 filles et qui manquait d'héritier. Et du coup, il va attraper ma mère, qui est sa secrétaire, issue d'un milieu très 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 modeste. Oui. Il va l'épouser, il va lui coller deux garçons, moi et mon frère, pour avoir un héritier. Le problème, c'est qu'aucun des deux n'aime les enfants. Et du coup, dès le 2-3e jour, après ma naissance, je suis catégorisé comme chieur. Et ça durera toute ma vie. Donc pas d'amour dans le foyer. Moi, au bout d'un moment, je comprends qu'il y a une certaine injustice, donc je commence à faire des factures. Je fais des bêtises. Ouais. Quand j'arrive à l'adolescence, je commence à picoler, sévère. Je roule de manière suicidaire, mais j'ai pas l'impression de souffrir de ma parentalité, en fait. Ouais. Surtout que dans ma bande, en fait, je me rends compte que c'est une constante assez répandue chez les êtres humains. Ils n'aiment pas les enfants. Et mes amis sont comme moi, pour des raisons différentes, mais souffrent tous d'un défaut d'amour de leurs parents. Et du coup, c'est là que je voudrais... C'est pour ça que j'ai appelé, c'est pas tant pour parler de moi, c'est pour dire que, aussi en parallèle de ça, j'ai lu Céline, notamment Voyage au bout de la nuit, et je me suis rendu compte qu'en fait, il est accusé à 12 ans de tous les maux par ses parents. Et je pense qu'en fait, dans notre société, on a une sorte de problème psychologique, c'est que les parents prétendent aimer les enfants, mais en fait, comme c'est juste émotionnel, ils ne font pas d'action, comme par exemple aller gueuler contre le cartable de 7 kilos qui détruit le dos des enfants, comme faire des efforts au lieu de s'abonner à Internet, acheter de la bonne bouffe, comme leur consacrer du temps plutôt que de rester à regarder la télé, ce genre de choses. Et voilà.
D'accord, Pierre-Nicolas. Alors, justement, c'est intéressant. Enfin, il faut évidemment pas généraliser, mais c'est intéressant que Pierre-Nicolas dit autour de moi. Il y a plein d'adultes qui n'aiment pas les enfants. Voilà, et plein d'adultes qui n'aiment pas les enfants. Il a cité aussi Céline, encore autre chose. Est-ce que c'est aussi répandu que ça? Alors, j'ai quand même envie de dire. Il y a aussi autour de nous plein d'adultes qui aiment leurs enfants très sincèrement. Maintenant, il y a une banalisation, je suis d'accord avec Nicolas, il y a une banalisation de la violence et de la négligence vis-à-vis des mineurs. Alors à cela, je vois deux raisons majeures. La première, c'est que je pense que pour être capable d'aimer un enfant et de lui apporter tout ce dont il a besoin, malgré toutes les autres contraintes de la vie, il faut déjà s'aimer soi-même. Et je pense que beaucoup de parents font du mal à leur enfant parce qu'en fait, ils sont en rejet d'eux-mêmes, ils ne s'aiment pas et donc ils n'arrivent pas à aimer leur progéniture. Donc je pense qu'une bonne mère, c'est déjà une mère qui a fait la paix avec son histoire et qui a réglé certaines blessures et qui a désidéalisé ses parents pour ne pas répéter la violence. Et c'est pour ça que je parle dans ce livre. Et puis la deuxième raison, qui est plus sociétale selon moi, c'est qu'on est quand même depuis 2-3 générations dans une société ultra infantilisante, où on est des ados attardés, où faut kiffer, faut consommer, et on a l'impression que parfois les enfants, effectivement, c'est des joujoux. Là, on veut absolument un enfant, comme on voudrait une poupée. Mais comme on n'a plus du tout supporté la frustration depuis quelques années et que on veut tout de suite, ah bah non, bah si l'enfant pleure et qu'il faut s'en occuper, là je suis fatiguée, un écran ce serait plus facile quand même. Donc c'est vrai qu'il y a, je pense, ce manque de construction interne et de maturité aujourd'hui dans notre société, chez les adultes, chez beaucoup d'adultes, parce que la société ne véhicule plus certaines valeurs et parce qu'on est moins construit et plus narcissique finalement qu'avant, dont les enfants pâtissent beaucoup. Et puis quel choix on fait aussi pour notre société quand on voit des décrets qui réduisent sans cesse le personnel autour de la petite enfance dans les crèches, on met en place des situations de maltraitance obligatoirement. Quand vous avez un adulte pour 8 enfants, il y a de la maltraitance. Ouais, et quand on voit D'ailleurs l'autre jour j'ai un homme qui m'a arrêté dans la rue qui me dit: vous êtes Marie-Estelle Dupont, je peux vous poser une question? Ouais. Pourquoi tout le monde s'en fout des enfants en France? Oui, c'est vrai, mais encore une fois, ne généralisons pas. Voilà, il y a aussi beaucoup d'adultes qui nous aimons les enfants et je m'inclus dedans. Juste une chose par rapport aux enfants, aux adolescents, je voudrais revenir au premier sujet de notre émission. Et ça m'intéresse d'avoir le point de vue de Marie-Estelle Dupont, de la psychologue clinicienne. L'histoire, vous avez vu que le Sénat a fait un rapport sur la pornographie, des mesures, etc. Et on dit voilà, la violence, tous les enfants, adolescents, etc. Les rapports adolescents, pornographie, l'exemple, la violence. Laurence Rossignol disait on a bien réussi à éradiquer les vidéos terroristes, les vidéos porno, le marché de la porno d'aujourd'hui qui n'a rien à voir effectivement le marché du porno d'il y a 40 ans ou 50 ans. Qu'est-ce que vous en pensez, Marie-Estelle Dupont? Il y a là quelque chose, il y a là un vrai problème? Ah bah là, je pense qu'il y a vraiment la psychopathologie de notre société, oui. C'est-à-dire que à l'âge où il est sain qu'un adolescent aille vers la sexualité, et besoin d'images, et besoin de modèles, et besoin un peu de mode d'emploi qu'il n'a pas envie de demander à ses parents parce que il n'est pas toujours facile de parler de la sexualité dans une famille. En fait, on leur raconte que c'est ça la sexualité. Mais pour moi, la pornographie, c'est l'anti-sexualité. C'est-à-dire que la sexualité, c'est un lien. C'est, je me rapproche de l'altérité, je suis lié par le désir, pas forcément toujours par l'amour, mais par le désir et donc aussi par le respect de l'autre, par l'attirance pour l'autre. Et en fait, on leur raconte que c'est de la déliaison, c'est de la mort, leur corps est un objet, que le corps de l'autre est morcelable à l'envie, interchangeable à l'envie. Donc ça, pour moi, oui, c'est extrêmement délétère et ça crée des comportements d'autodestruction, des comportements d'addiction, des comportements de prostitution chez des jeunes filles. Et c'est extrêmement préoccupant, oui. Bien sûr. Ouais, ça peut être. On a juste un dernier auditeur, mais très très rapidement, une phrase. Malheureusement, on arrive à la fin de l'émission. Allez-y. Bonjour Thibaut de Nice. Bonjour Thibaut. Bonjour. Bonjour Monsieur Mercotte, bonjour Marie-Estelle Dupont. Rapidement, vous êtes les deux révélations depuis le Covid, tous les deux, et je suis ravi en ce moment de lire Marie-Estelle Dupont, notamment sur Se libérer du moins toxique. Je voulais lui dire comme je la remercie d'avoir écrit un bouquin qui a l'air de s'adresser à moi, puisque moi j'ai eu une mère totalement destructrice dans une fratrie de 6 enfants, et qu'aujourd'hui, à 50 ans, je me demande encore si je lis pas Marie-Estelle avec Le Moi Toxique, comment je fais pour m'en sortir. Tout à l'heure, vous parliez de mariage, vous parliez de plein de choses, où ma mère n'est pas venue à mon mariage, où elle a ouvertement annoncé devant mes beaux-parents que j'étais la déception de sa vie. Des fois, je me dis comment on fait pour s'en sortir, et c'est la question que je voulais
poser à Marie-Estelle Dupont, est-ce qu'elle estime qu'elle s'en est sortie? Oui. Alors, Merci, rapidement, Thierry. Estelle, comment on fait pour s'en sortir? Vous l'avez, d'ailleurs, vous l'avez dit, hein, on en a parlé dans toute cette émission. Mais effectivement, en fait, on peut toujours se libérer quand on veut. On s'en sort quand on veut. Oui, Volonté. oui. Alors, mais il faut accepter aussi que il y a quelque chose de vital qu'on n'a pas reçu et que donc de toute manière on ne vivra pas de la même manière que les gens qui ont été aimés par leurs parents et que oui il y a des séquelles et oui il y a des mutilations et en fait il faut vraiment l'accepter pour pouvoir en faire le deuil et quand même ne pas perdre le goût de la vie et quand même construire ce qu'on peut construire. Ça éveille aussi, c'est-à-dire que vous avez perdu beaucoup sur certains plans, mais vous avez probablement gagné notamment en lucidité sur beaucoup de choses. Donc comment on fait? Déjà, votre mère c'est un individu sur 7 milliards. Donc vous avez été mal On servi. relativise. Ouais. Mais c'est un individu sur 7 milliards. C'est-à-dire que ce qu'elle dit n'est pas forcément la vérité. Il faut pouvoir vous dépolluer de ces mots qui vous ont sali, en fait. Et puis, j'imagine que vous avez vu des thérapeutes. J'imagine que vous avez voyagé aussi pour vous rencontrer vous-même. La discussion durerait Elle vient de plus partir, que 2 justement, minutes. ma mère, en plus. Elle vient de partir, donc Ouais. c'est là où je me dis que j'aurais dû régler les comptes bien avant, mais bon, j'ai pas pu le faire. Attendez, pour régler les choses, il faut être deux. C'est vrai. Vous pouvez Là, régler malheureusement, elle est plus là. vous pouvez régler votre part, vous ne pouvez pas régler la sienne. Et elle n'est C'est plus vrai. là. En tout cas, Et elle merci à vous, auditeurs, et merci à Marie-Estelle Dupont. Encore une fois, c'est un livre de libération. C'est un Mais livre très simplement, dur. dites-vous que c'est pas parce qu'elle a totalement échoué dans sa fonction maternelle que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Et que vous n'êtes pas quelqu'un de valeur. Donc donnez-vous votre valeur, reconnaissez-vous votre valeur et ne l'attendez pas des autres. Merci. Merci beaucoup Marie-Estelle Dupont. Je rappelle que vous êtes psychologue et auteur de L'Antimère aux éditions Albin Michel. Tout de suite, c'est Brigitte Lahaie, son invitée, Yves Psalty. Tous deux vous donneront des pistes pour vivre votre grossesse harmonieusement avec votre partenaire grâce à la sexualité positive. À demain.